Face à la véritable success story du Peugeot 3008, la concurrence chez Renault, eh ben franchement, elle était dans le mal. Le Renault 4 fait donc sa révolution, il devient Austral et vous le voyez, un look très différent, plus moderne, calqué aussi sur la Mégane E-Tech électrique qui connaît déjà un beau succès. Aujourd'hui, on vous essaye la version la plus haut de gamme présentée par Renault aujourd'hui, c'est-à-dire un hybride classique, 200 chevaux, la finition iconique Esprit Alpine avec des petits détails assez sympas, on va le voir à l'intérieur. Côté motorisation, c'est donc l'hybride classique 200 chevaux qui est chez Renault une nouvelle évolution du système hybride maison un peu particulier, vous le savez, avec la boîte à crabot. Et puis cette fois, au lieu d'un moteur 4 cylindres atmosphérique, on a le 3 cylindres 1,2 litre de 130 chevaux qui est épaulé pour un moteur électrique, donc pour une puissance cumulée de 200 chevaux. Alors, qu'est-ce que ça vaut ce nouveau Renault Austral? Est-ce qu'il a réussi à remonter au niveau du Peugeot 3008, voire même le dépasser? C'est ce qu'on va voir dans cet essai. Mais avant de monter à bord de cet Austral, on vous invite comme d'habitude à vous abonner à notre chaîne, à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de ce Renault Austral, ici on a la finition la plus élevée, iconique avec en plus le pack Esprit Alpine, comme vous le voyez sur les fauteuils avec les logos Alpine et ce mélange de tissu et d'Alcantara qui fait un petit peu plus sportif que la sellerie cuir normalement sur l'iconique. D'ailleurs on a des petits aplats d'Alcantara sur la planche de bord, sur le volant aussi et une surpiqûre bleu, blanc, rouge assez sympa, un petit peu plus fun donc que la version classique. Pour le reste, si vous avez déjà vu notre essai de la Mégane E-Tech, eh bien, on retrouve beaucoup de similarités, notamment donc ces deux écrans en L inversé de 12 pouces et 12,3 pouces respectivement. Comme sur la Mégane, c'est conçu en collaboration avec Google et Android donc, et ça se pilote vraiment comme un smartphone, extrêmement réactif, très intuitif aussi. Par défaut, le GPS, c'est Google Maps tout simplement. Donc extrêmement rapide, bien précis aussi. Et en plus des deux écrans, on a un affichage tête haute, qui n'est pas le cas sur la Mégane. Il peut reprendre les indications de direction, mais pas la carte en entier. Mais ça, c'est pas très grave, puisqu'on peut avoir l'affichage de la carte déjà dans le combiné d'instruments et au milieu en même temps. Donc vraiment, on n'a pas besoin d'un troisième affichage. Et puis la musique, c'est Spotify. Vous pouvez rajouter pas mal d'applications. Vraiment comme un smartphone, c'est très réussi, beaucoup mieux que la concurrence. D'un point de vue qualité de finition, là on l'a dit, donc on est sur la plus haute gamme, on est en droit d'attendre quelque chose d'assez sérieux. C'est le cas, les matériaux sont plutôt bons, quelques plastiques durs, mais c'est que sur les parties basses. Et puis une qualité d'assemblage qui est vraiment excellente, l'ensemble est quand même très solide. Côté rangement, on a cette petite curiosité au milieu qui est un repose-poignet et qui peut bouger, on a donc des rangements devant, derrière. Et puis sous la coudoir, là aussi il y a pas mal de place. Dans les contreportes aussi, malheureusement, c'est pas moussé. Donc ça fait un peu de bruit si vous mettez par exemple des clés dans les contreportes. Rien de bien méchant. Alors l'ensemble est quand même assez simple dans cette finition Esprit Alpine. Mais heureusement, on a un très grand toit panoramique en verre qui est fixe, mais qui va de l'avant à l'arrière. Ça, c'est assez sympa. Et en parlant d'arrière, on y va tout de suite. Comme vous le voyez, pas mal d'habitabilité aux places arrière, beaucoup d'espace pour les genoux. Pour les pieds, ça passe sans problème sous le siège avant. Et puis niveau espace sous plafond, là aussi c'est très bien. Et on profite là aussi de la belle luminosité du toit vitré panoramique. Sinon, la grande force de cette Austral, c'est la banquette arrière qui est coulissante sur 16 cm. Vous voyez, quand même une grande marge d'ajustement. Elle est en plus inclinable et donc ça permet de gagner du volume de coffre. Ici sur la version hybride, on a un volume annoncé par Renault à 430 litres. C'est un petit peu moins que les 500 litres des versions thermiques. Et puis ce volume peut passer jusqu'à 555 litres quand la banquette est dans sa configuration volume de coffre maximal. Et sur cette finition très haute, le haillon motorisé est de série. On passe tout de suite sur la route. Alors au volant de ce nouveau Renault Austral, on va commencer par parler du moteur, en tout cas du couple moteur-boîte. On l'a dit, deuxième génération du système hybride classique de Renault, qui est donc 145 chevaux sur des choses comme la Clio, l'Arcana, ce genre de choses. Ici donc 200 chevaux, un 3 cylindres turbo de 130 chevaux, le même que le 130 chevaux classique sur le reste de la gamme, mais donc avec deux petits moteurs électriques, traction toujours et 200 chevaux en tout. Alors, on retrouve un petit peu les qualités et les défauts de la génération 145 chevaux, dans le sens où en ville et on va dire à allure modérée, donc dans 80% des situations,
C'est très doux, très silencieux, même avec le 3 cylindres ici, on l'entend vraiment très peu, encore moins que le 4 cylindres de la motorisation 145 chevaux. Donc ça c'est très réussi. En fait le moteur thermique ne se déclenche pas avant 35 km/h, quel que soit le mode de conduite et quelle que soit votre pression sur l'accélérateur. Donc en ville vous êtes quasiment constamment en mode électrique. Là où c'est un petit peu plus dommage, c'est qu'évidemment sur les petites routes de montagne comme ici, en sortie d'épingle, même en mode sport, si vous écrasez l'accélérateur, eh bien vous n'avez que les 60-70 chevaux des moteurs électriques qui ont certes du couple, mais la voiture fait 1,5 tonne, donc on n'a pas les 200 chevaux auxquels on pourrait s'attendre. Ensuite, sur les 20% de cas restants, donc là quand on commence à rentrer un petit peu dedans, quand on a besoin d'une grosse relance, il y a des hésitations de la boîte, ça peut prendre 1 ou 2 secondes pour qu'elle trouve son rapport. Ça fait du coup des petits à-coups, c'est franchement un petit peu dommage. Mais évidemment, comme toujours, le juge de paix, ça sera les consommations. Renault annonce une moyenne de 4,6 litres au 100 km, ça nous paraît quand même assez optimiste. Sur cet essai qui était certes en montagne, sur route, on n'a pas pu vraiment descendre en dessous des 7 litres, ce qui reste dans l'ensemble assez correct pour un moteur de 200 chevaux, il faut quand même le reconnaître. Donc ça c'est l'ensemble moteur-boîte. Et au niveau du châssis, on a une nouvelle plateforme par rapport au Kadjar précédent et on sent que Renault a voulu monter sur le créneau du dynamisme du Peugeot 3008 qui a fait son succès. Et donc ça se traduit par quoi ? Eh bien ça se traduit d'abord par une suspension qui est quand même assez ferme, plus ferme en tout cas que la génération précédente ou plus ferme qu'un Arcana par exemple, notamment sur les petites imperfections. Quand on hausse le ton, ça reste évidemment plus dynamique, il y a assez peu de roulis, ça s'est très bien maîtrisé. Et voilà, en conduite un petit peu appuyée, c'est beaucoup plus sympa qu'avant. Maintenant, est-ce que c'est ça qu'on demande d'un SUV familial ? Si vous venez d'un 3008, peut-être. L'autre spécificité sur ces finitions haut de gamme ici, c'est la présence du Ford Control de nouvelle génération, donc les roues arrière directrices, qui peuvent braquer jusqu'à 5 degrés en option. C'est un système qui est assez impressionnant à l'essai, puisque la voiture peut braquer en un tout petit peu plus de 10 mètres selon les mesures de Renault. Nous, évidemment, nos mesures sont un petit peu différentes, donc comme pour la consommation, on verra ce que dit le labo. Mais en tout cas, d'après Renault, ça braque mieux qu'une Clio 4 et on le sent vraiment dans les manœuvres, c'est impressionnant par rapport au gabarit du véhicule. Et l'autre apport de ce système roue arrière directrice, c'est sur la conduite, sur la direction, qui est extrêmement direct comme sur la nouvelle Mégane électrique. Et en fonction de votre mode de conduite et en fonction de ce que vous choisissez sur l'écran, ça c'est vraiment novateur, vous pouvez choisir le niveau d'implication des roues arrière directrices et ça change vraiment le feeling de conduite. Donc l'avantage c'est que si vous êtes un petit peu dérouté par la sensation à la direction des roues arrière directrices, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu différent d'un modèle classique, eh bien, vous pouvez baisser sur un slider dans l'écran et le descendre. Et là, on a une voiture beaucoup plus naturelle, évidemment un petit peu moins vive sur les entrées de courbe. C'est un compromis que vous pouvez régler. Et ça, c'est vraiment très fort. On l'a vu nulle part ailleurs chez les concurrents. Dans les manœuvres, en revanche, un petit défaut qu'on avait déjà remarqué sur la Mégane électrique, c'est le nombre de commandes qu'on a derrière le volant à droite, puisqu'il y en a 4. On a le Commodo qui gère la musique, qu'on a déjà depuis des dizaines d'années maintenant, depuis la Clio 2, qu'on connaît très bien. Il y a les palettes au volant qui servent non pas à changer les rapports, mais à jouer sur la régénération au freinage comme une voiture électrique, le Commodo des essuie-glaces et le petit Commodo qui gère la boîte de vitesse. Et donc parfois dans les manœuvres, quand on se retourne pour faire une marche arrière, eh bien, on touche les essuie-glaces au lieu de toucher la boîte de vitesse. C'est un coup à prendre, vous me direz, mais c'est pas très bien pensé non plus. Donc, que penser de ce nouveau Renault Austral sur ses tout premiers essais ? Alors on l'a dit, il y a beaucoup de choses à faire vérifier par le labo d'Autoplus, c'est pour ça qu'il est là, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Mais on a un bilan qui est assez flatteur, notamment pour une utilisation, on va dire, assez rationnelle, puisqu'on a une finition à l'intérieur qui est en très net progrès. On a un ensemble boîte moteur très doux, notamment en ville, et puis un contenu technologique franchement intouchable par la concurrence, que ce soit les Coréens ou le Peugeot 3008. Entre les écrans, l'affichage tête haute, les roues arrière directrices, franchement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cet Austral. Là où on peut lui trouver des défauts, c'est quand on hausse un petit peu le rythme et sur la fermeté de l'amortissement, qui est un petit peu critiquable aussi. À voir donc sur les versions d'entrée de gamme, parce que là, on est à 44 900 € hors option, et cette voiture est quand même quasiment full option, donc largement au-dessus des 50 000 €. À voir donc sur la version d'entrée de gamme, sans les roues arrière directrices, avec le moteur micro-hybridé. Est-ce que quelque part on retrouvera une qualité d'amortissement ? Est-ce qu'on retrouvera un feeling de direction plus naturel pour ceux qui n'aiment pas les roues arrière directrices ? Est-ce qu'on aura une boîte un petit peu plus classique et donc sans les à-coups quand on rentre un petit peu dedans ? Eh bien, on n'a qu'à vous donner un rendez-vous un petit peu plus tard sur notre chaîne et sur autoplus.fr.